Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandinho sur Italie TV. Merci de nous retrouver encore une fois aujourd'hui. Grande est ma joie d'être de votre. En tout cas, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. En tout cas, c'est décryptage politique encore une fois avec votre frère Francis. On est là, on se retrouve pour parler politique sur Étoile Lune Inès TV. Pas ailleurs, seulement sur Étoile Lune Inès TV. On va parler aujourd'hui encore une fois de Félix Tshisekedi. Ouais, on va parler de Félix Tshisekedi. On va parler du Rwanda qui accuse le gouvernement congolais de financer les FDLR. Je vais passer ça. Il y a un journaliste, Alain Foka, un journaliste célèbre, qui a fait un documentaire après ses enquêtes qu'il a pu faire. Il est descendu sur terrain et c'était à l'est. Il est allé dans les mines pour savoir ce qui se passe dans les mines. Vraiment, c'était un grand travail, un grand boulot qu'il a fait, un grand travail. Après sa tournée, après ses enquêtes, il nous a sorti une vidéo. Il nous a expliqué, il a fait une analyse, ce qui se passe avec nos minéraux. En tout cas, en tout cas, je vais vous passer cela. Et puis, on va parler de Jean-Pierre Mbemba, qui a une solution pour pallier aux embouteillages à Kinshasa. Je vais vous passer la vidéo. Mais avant toute chose, je commence par Jean-Pierre Bemba, encore une fois, qui n'est pas cité dans le dossier de l'ex-rebelle Roger Lumbala. Vous savez que, pour rappel, Roger Lumbala, il est traduit en justice. Il est en train d'être jugé à Paris parce qu'il était arrêté en 2020 sans être jugé. Alors, le jugement a commencé, bien que ce sont ses avocats qui le représentent, parce que lui, il n'a pas jugé. Il a jugé que la justice française n'était pas compétente pour traiter son cas. Mais la France, avec ce droit universel, cette compétence plutôt universelle, peut traiter des cas graves, peut juger des cas graves. C'est dans ce cas-là, dans ce sens-là que on a interpellé Roger Lumbala, lui qui est l'ex-rebelle et chef de la milice RCDN. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé le même jour, quand il était interpellé. Il avait exigé à ce que Mbemba et le général Constant Ndima, que les deux soient jugés aussi. Après, il a vu que c'était du sérieux. Il a exigé à ce que Mbemba puisse témoigner pour l'innocenté, parce que Mbemba connaît ce qui s'est passé. Mbemba n'a jamais dit un mot par rapport à cette histoire. Mais ce qui nous arrive, selon les échos qui nous parviennent depuis Paris, c'est que aucun nom n'est cité, ni le nom de Jean-Pierre Mbemba, ni le nom de Constant Ndima, de ce général Constant Ndima, aucun de leurs noms n'a été cité dans ce dossier de Roger Lumbala, ce qui a constitué un étonnement de la part des avocats de Roger Lumbala, et on parle même de pure intoxication, voire d'empoisonnement de l'opinion publique par les relais d'influence étrangère. Là, c'est selon les avocats de Roger Lumbala. Ils sont vraiment étonnés que ni Mbemba ni Constant Ndima ne soient mentionnés dans les rapports que les Français, la justice française est en train d'élaborer ou de présenter devant la cour, parce que
ces gens-là avaient aussi des milices. Je vous ai déjà dit que Memba avait ses propres soldats. Voilà pourquoi, même du temps de Joseph Kabila ne se sentait pas en sécurité. Il avait vu que, en tout cas, il devait partager les pouvoirs parce qu'on pouvait lui arracher les pouvoirs par coup d'État. Parce que Memba avait ses propres troupes, Azarias Surubero avait aussi ses soldats. Alors, dire que ces gens-là ne sont pas cités dans les dossiers que la justice française a présentés à la justice devant l'auditoire, en tout cas, ça a étonné les avocats de Roger Lumbala, qui sont d'ailleurs des Français. Ils ont été étonnés par rapport à ça. Ils disent que c'est juste une manipulation de l'opinion publique par les relais d'influence étrangère. Alors, nous espérons avoir du nouveau par rapport à ce dossier. Chaque fois qu'il y a du nouveau, nous n'allons pas manquer de vous les passés. Pour rappel, ce dossier va être très long parce que je vous avais parlé l'autre fois que ça allait prendre jusqu'à un mois parce qu'on attend encore le témoignage de 87 personnes qui doivent se déplacer de Kinshasa à Paris. Il y a aussi le problème administratif. Ces gens-là doivent avoir des passeports, des visas. Vous connaissez vous-même ces processus. Alors, quand est-ce que ça va être réglé, le temps que ça va prendre, est-ce que ces gens-là voudront même aller jusqu'à Paris juste pour témoigner et puis quoi, retourner au pays, on ne sait pas. Alors, ça va être long, mais chaque fois qu'il y aura un développement par rapport à ça, je ne manquerai pas de vous passer cela. Alors, je vous passe la deuxième information, c'est Jean-Pierre Mbemba. Qu'est-ce qu'il a dit là? Jean-Pierre Mbemba. Je passe là. Il a eu une solution. J'ai présenté il y a une solution pour pallier aux embouteillages à Kinshasa. Il y a 1 mois et demi, au niveau du Conseil des ministres, et ça a été approuvé. La possibilité et les travaux sont en train de, les études sont en train de, techniques sont en train de se faire au niveau de la CGT là-dessus. L'idée maintenant, c'est de pouvoir créer une voie rapide à partir de le boulevard Triomphal en passant par donc Sienoué, le boulevard donc de Limete, le boulevard Lumumba, jusqu'à l'aéroport. L'idée c'est on va élargir les routes et on va faire dans certains tronçons, il y aura des tunnels qui vont être créés et d'autres alors ce qu'ils appellent des fly-overs. Je m'excuse, ça va être le réseau là, mais ça va continuer. Je m'excuse, là, je vais être obligé de recommencer ça. J'ai présenté il y a 1 mois et demi, au niveau du Conseil des ministres, et ça a été approuvé. La possibilité et les travaux sont en train de, les études sont en train de, techniques sont en train de se faire au niveau de la CGT là-dessus. L'idée maintenant, c'est de pouvoir créer une voie rapide à partir de le boulevard Triomphal en passant par donc Sienoué, le boulevard donc de Limete, le boulevard Lumumba, jusqu'à l'aéroport. L'idée c'est on va élargir les routes et on va faire dans certains tronçons, il y aura des tunnels qui vont être créés et d'autres alors ce qu'ils appellent des fly-overs. Bon, si ça ne veut pas continuer, quand même, j'essaie ce qu'il voulait dire à la fin. Il a dit qu'il a déjà présenté ce plan-là. On veut construire une autre voie rapide
jusqu'à l'aéroport. Ça va permettre aux gens qui se rendent à l'aéroport de se rendre là-bas. Il y aura des flyovers, donc les routes qui passent, une route qui passe au-dessus d'une route. Ce sont des routes qui sont vraiment normalisées dans les pays développés. Alors, le projet a été présenté au gouvernement et lui, en tant que ministre des Transports, il a présenté ce projet. Cela a été approuvé et il espère que les travaux vont commencer d'ici janvier. Quand ça commence au mois de janvier, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais d'ici début euh, euh, de l'année prochaine, le début de l'année 2026, en tout cas, nous espérons avoir une voie rapide qui va essayer tant soit peu d'aménager les embouteillages, en tout cas essayer de pallier à ces embouteillages. C'est vraiment décriant, ça fait pitié dans la capitale, de la ville, dans la capitale de la République démocratique du Congo, ces embouteillages. Là, on parle même, je ne vais même pas parler d'insalubrité, les embouteillages. Tout le monde parle d'embouteillages. Des heures, on fait perdre votre temps. Hein? Sur 12 heures du temps, je ne sais pas, 10 heures ou 8 heures à passer sur la route, juste pour te rendre d'un tel point à un autre point. Hein? Donc, c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas. Je ne vais pas trop parler là-dessus. En tout cas, je ne vais pas. Enfin, si vous voulez parler là-dessus, je vais vraiment perdre votre temps et je ne saurais pas continuer ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Je passe une autre information, c'est l'analyse de ce journaliste Alain Foucault. Il a fait une analyse par rapport aux mines de la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur... Chose est certaine, la corruption est tellement ancrée que certains Congolais, et pas des moindres, ont plutôt intérêt à ce que le chaos persiste. Surtout au sein des officiers véreux qui sont de grands propriétaires des mines ou qui travaillent pour des Chinois qui sont les vrais maîtres dans le Kivu. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique. C'est vrai que lorsque nous avons été sur le terrain à l'Est pour le documentaire que nous tournions consacré aux mines du Congo, à chaque fois que nous rentrions dans une concession, dans une mine, le Chinois, le Libanais et tous les autres aventuriers qui se retrouvent en RDC, qui ont contourné toutes les règles pour s'approprier des mines, se dépêchaient d'appeler leur ponte, leur protecteur à Kinshasa. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à nous menacer en nous rappelant qu'ils ont des soutiens importants dans la capitale. Des personnes tout en haut qui vont nous écraser. Pendant ce tournage, nous avons eu plus maille à partir avec les grands pontes du régime, les notables locaux, qu'avec les étrangers. Les plus gros risques encourus étaient avec les Congolais. Dans chacune des mines qui appartenaient aux Chinois et aux étrangers, nous avons rencontré des militaires qui les gardaient, des FARDC. On dit d'ailleurs au Congo que chaque député ou chaque homme politique a son Chinois. Parfois, je me demande si ce n'est pas chaque Chinois qui a son politique ou son général. Une chose est certaine. C'est grave, c'est grave. Vous voyez, je cesse de dire ceci. Si le Congo n'évolue pas, ce n'est pas le Rwanda. Non, le Rwanda a toujours existé. Même du temps de Mobutu, le Rwanda existait. Mais le Rwanda n'a jamais été un problème du temps de Mobutu. Si le Congo ne se développe pas, ce n'est pas la faute du Rwanda, ce n'est pas la faute de l'Ouganda, ce n'est pas la faute des impérialistes. Non, c'est pas ça. Le Congo ne change pas parce que d'abord nous les Congolais, on ne veut pas que le Congo change. Dans d'autres pays, toute personne qui veut investir doit passer par toutes les voies administratives pour se procurer. Si vous voulez investir dans par exemple, les mines, vous devez passer par toutes les voies administratives nécessaires pour vous procurer des documents qui vont vous permettre de vous approprier des carrés miniers. Et puis, vous devez commencer à verser la taxe au gouvernement congolais.
Vous ne pouvez pas juste venir de nulle part, vous allez là-bas et vous commencez à côtoyer directement les députés, ou je ne sais pas si ce n'est pas les députés, les gouverneurs, ils vous donnent quelques soldats, les soldats qui sont censés protéger des civils, qui sont censés se battre au front, là où il y a la guerre, ces soldats-là viennent pour vous protéger, vous. Un individu de je ne sais nulle part qui était, je ne sais pas, esclave dans son pays, qui vient se faire chef en RDC. Et il est protégé par Bakonzi Mboka. Voilà pourquoi il y a des Chinois qui ne respectent même pas les inspecteurs, qui vont faire leur travail dans les chantiers. Voilà, essayez de voir si vous avez les documents. On va te dire, moi j'avais suivi personnellement un Chinois dire à un inspecteur, biso toluka solingi tokanga benga oyo aza na kiti wana. En ce temps-là, c'était Joseph Kabila. Donc, vous voyez à quel point nos autorités ne sont pas respectées. L'argent qui devait contribuer au trésor public, l'argent qui devait rentrer dans le compte de l'État pour aider ou faciliter à ce que l'argent soit acheminé, soit dirigé pour changer le quotidien des Congolais, cet argent-là ne va pas être utilisé au bien des Congolais, mais ça va directement dans les poches de ces individus-là, de ces députés, ministres, gouverneurs, maires, je ne sais qui. Et est-ce qu'on peut les condamner? Je vous ai passé l'autre fois sur décryptage politique. La famille du président de la République qui est aussi impliquée, qui a fait aussi sa part, qui a aussi ces Chinois et Pakistanais qui travaillent pour cette famille. On a déjà octroyé à ces Chinois, il y a des soldats, des phares de ces gardes républicaines qui protègent, qui assurent la protection de ces Chinois et Libanais pour que ces derniers puissent avoir tous les gisements dont ils ont besoin, travailler et l'argent entre dans les comptes de la famille présidentielle. Et maintenant, il y a aussi des députés qui font de même. Je ne peux pas dire que ces députés ont commencé parce qu'il y a la famille de Félix Tshisekedi qui est qui a des comptes qui sont maintenant disséqués par la Cour constitutionnelle, par la justice belge. Ce n'est pas seulement pour ça, mais il y a des gens qui faisaient ça même avant Félix Tshisekedi. C'est comme ça les Congolais. Les gens que vous votez, qui vont venir vous offrir des Thomson, la farine et consorts, une fois au poste, ils ne pensent plus à vous. Ils pensent à leur poche, comment devenir millionnaire. Ils ont sémé peu, ils veulent récolter plus que... Non, ils ont sémé, ils vous ont donné quelques poissons, mais ils veulent récolter un océan. Voilà pourquoi le Congo ne change pas. Avec ça, comment est-ce qu'on peut être respecté? Les Blancs, déjà, avant d'aller au Congo, on lui dit déjà que là-bas, tu n'as même pas besoin de te procurer des documents. Tu dois chercher à parler à une autorité, à telle autorité. Il va te donner, tu vas commencer à lui verser l'argent dans son compte privé et il va te donner quelques soldats qui vont assurer ta protection. Personne ne va te toucher. Comment est-ce qu'on va être respecté? Comment est-ce que le Congo va changer? Ce journaliste a fait sa part. Il a compris que, en tout cas, c'est un système qui fonctionne comme ça. Vous allez dans telle mine, il y a des Chinois. Si nous pouvons avoir vos papiers comme dans tout pays qui se respecte, avant que vous puissiez commencer à travailler, quand vous avez une compagnie, vous devez avoir des documents, des certificats pour dire que le gouvernement vous a autorisé à exploiter les terres congolaises. Non, nous, on n'en a pas. Si tu veux nous menacer, on va appeler tel. Et c'est peut-être un honneur pour vous que vous faites de l'argent. Mais un jour, si pas votre conscience qui vous juge, l'enfer vous attend. Parce que là, vous volez les gens là qui sont en train de souffrir. Ces personnes qui meurent de faim chaque jour là, vous les volez. Donc un jour, vous serez rattrapés. Et cet argent là, vous n'allez même rien faire avec ça. Vous pouvez peut-être envoyer vos enfants aller étudier ailleurs, mais vous n'allez pas bénéficier parce que c'est l'argent du sang. Les Congolais meurent et vous faites des millionnaires. Au moment où les Congolais meurent de faim chaque jour, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Mesdames et messieurs, je vous passe la dernière information avant de terminer le décryptage politique.
d'aujourd'hui, c'est le Rwanda. Ça me fait rire cette histoire. Mais on a signé un accord. On a signé l'accord de paix de Washington le 27 juin. Que dit cet accord? Il y a un aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire dit deux choses. La RDC doit neutraliser les FDLR, ce qui va permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans cet accord. Donc que la RDC revienne en disant c'est un prétexte, mais on a un accord. Et puis, vous avez vu que les FDLR sont là, ils ont fait même des interviews en disant qu'ils ne laisseront jamais, enfin, ils ne baisseront jamais leurs armes, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Mais c'est qui les FDLR d'abord? Les FDLR, c'est un groupe génocidaire qui est donc composé de personnes de l'ancienne armée, les anciennes milices interarmées qui a commis le génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, voir que 31 ans après le génocide reconnu et établi par les Nations Unies, on voit un groupe génocidaire qui non seulement est soutenu, financé par le gouvernement congolais, mais aussi qui est disons, intégré dans son armée, c'est quelque chose qui devrait horrifier la communauté internationale. Mais on a signé un accord. Voilà, on a tout suivi. Ouais, ces messieurs ici m'énervent. Ce sont ces gens comme ça qui me poussent à vouloir un jour entrer dans l'armée. Parce que ces gens comme ça ne méritent pas de vivre. Je reviens d'abord par rapport à ce qu'il a dit là. La RDC, c'est signé noir sur blanc dans l'accord RDC Kinshasa-Kigali, que la RDC doit d'abord neutraliser les FDLR avant que le Rwanda puisse retirer ses forces. Quel est le mot qu'il a dit là? Ses forces protectives. Donc, les soldats qui sont les soldats rwandais qui sont en RDC, c'est par mesure de protection, hein, pour protéger le Rwanda contre les FDLR. Ce qui a toujours été un mensonge parce que les Rwandais qui sont en RDC ne sont jamais là pour se protéger des FDLR, mais ce sont eux qui sont d'ailleurs les M23, ce sont eux qui tuent nos frères et sœurs à l'Est. Les Rwandais ne sont pas en RDC pour les FDLR. Cela n'a jamais été le cas. Parce que si tel était le cas et que les FDLR étaient le problème des Rwandais, ils les auraient déjà neutralisés. Parce que ces gens-là, les FDLR se trouvent là où les M23 se trouvent. Ils sont au nord et au sud, les FDLR se trouvent là. Alors pourquoi ils ne les ont jamais capturés? Point d'interrogation. Deuxième point, il a cité que les FDLR sont armés, ils ont fait des interviews, soit disant ils vont jamais se laisser faire. Les FDLR sont appuyés, sont financés par le gouvernement congolais. Ça, c'est d'une totale n'importe quoi. Et ça énerve. Pourquoi je dis ça? On a fait croire à certains que les FDLR, ce sont des Hutus et que ce sont eux qui ont tué les Tutsis pendant les génocides de 1994. On a fait croire ça aux gens, mais ça a toujours été un mensonge. C'est lui qui a tué ses propres frères. Les 1 million dont on parle, du génocide le plus rapide qui s'est passé pendant 10 jours, c'est Kagame et ses troupes. Parce que Kagame, là, il était chef d'un groupe armé. Alors, c'est lui qui avait tué ses propres frères pour prouver sa loyauté aux Blancs, aux colonialistes belges, français et à Bill Clinton. Alors, il devait leur prouver que c'était lui l'homme qui devait, avec qui ils pouvaient travailler ensemble. Voilà pourquoi il avait gagné leur confiance depuis ces années-là. Et après quoi, vers les années 2000, ils avaient fait de lui le président du Rwanda. Les FDLR qui sont à l'Est n'ont jamais été une menace pour les Tutsis ni pour Kagame. C'est un mensonge total parce que si tel était le si c'est là, les FDLR ont toujours sont coupables du génocide de 1994. Aujourd'hui, on demanderait que justice soit faite pour les meurtriers, pour ces FDLR qui, soi-disant, ont tué les Tutsis en 1994. On n'a jamais porté plainte à ces gens-là, parce qu'on sait que ces gens habitent en RDC. On a demandé à ce que la RDC puisse ouvrir ses frontières. C'était une stratégie pour que les FDLR puissent fuir là-bas quand Kagame a pris le pouvoir, soi-disant, ce sont eux qui ont tué leurs propres frères. Alors, quand ils fuient là-bas, le gouvernement rwandais va chercher à poursuivre ces gens-là,
Voilà pourquoi il y aura toujours intrusion des forces rwandaises en RDC. C'est ça la réalité. Parce que si les FDLR étaient un problème du Rwanda, depuis longtemps, ils les auraient déjà capturés. On nous a fait signer un accord là, et dans cet accord, jamais il n'a été dit que c'est notre responsabilité de nous débarrasser des FDLR. Non, c'était stipulé que les troupes rwandaises et les troupes congolaises, les forces congolaises, vont travailler ensemble pour neutraliser les FDLR. Je l'avais même désapprouvé, j'avais dit que c'est une bêtise parce que les FDLR, ce n'est pas notre problème. Les FDLR, soi-disant, c'est le problème des Rwandais. Mais pourquoi c'est à nous de nous ingérer dans les problèmes des Rwandais? Et qui va s'ingérer dans les problèmes des M23? Parce que si, admettons qu'on se débarrasse des FDLR, les FDLR quittent la RDC. Maintenant, on va passer à l'accord global. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les M23? Parce que les M23 sont toujours là. Qui va maintenant nous aider à chasser ces M23 qui sont les Rwandais? Qui va maintenant s'occuper de ces M23 là? Là, c'est notre problème. Mais nous devons aider les Rwandais à chasser les FDLR. C'est du total n'importe quoi. Et je n'avais pas aimé quand le porte-parole des FARDC avait il avait lancé ce message-là au FDLR, soit disant que ces derniers devaient quitter le pays le plus tôt possible parce qu'il ne veut pas qu'on puisse en recourir au bain de sang, parce que s'ils ne quittent pas par eux-mêmes, ils vont les FARDC vont les faire quitter par la force. Ce n'est pas les FDLR. Bien que ces gens soient armés, ils constituent une menace aussi pour nos populations à l'est du pays. Mais les FDLR ne sont pas notre problème. C'est un problème des Rwandais. C'est à eux, si réellement ils trouvent que ce sont eux qui ont tué leurs propres frères, qui ont commis les génocides, ils ont leurs troupes à l'est du pays. Ils ont les M23. Les M23, cette partie de l'est-là, ce n'est même pas nous qui contrôlons cette partie de l'est. Ce sont les M23. Comme le nord et le sud qui vous sont dans les mains des M23. Là où se trouvent les FDLR. C'est à eux de s'occuper des FDLR. C'est pas à nous. Comment est-ce que vous allez expliquer qu'on aille là-bas? Ok, nous demandons au M23 de nous laisser entrer. On entre là-bas juste pour neutraliser les FDLR. Après les avoir neutralisés, on va sortir. On vous laisse cette partie de l'Est. Ça, c'est un coup de théâtre qu'on est en train de faire. En tout cas, c'est du total n'importe quoi. Et je n'aime pas cette histoire-là de s'accuser mutuellement. On prend juste les Congolais comme des fous et on est en train de se faire passer pour des fous à la fin de la journée. D'une part, ce sont les Congolais qui accusent le Rwanda de soutenir les M23 et de l'autre part, c'est à eux maintenant d'accuser le gouvernement congolais de soutenir les FDLR. Maintenant, là, ce sont les pays, là, maintenant, leurs enfants, les parents, maintenant, leurs enfants aussi s'accusent mutuellement. Les M23 accusent les FARDC d'attaquer, de ne pas respecter l'accord de cesser les feux, de les attaquer. C'est aussi au FARDC d'accuser les M23 de ne pas respecter. On va en arriver où? Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. On se retrouve après. Prenez soin de vous, en tout cas. Priez aussi pour moi. Si vous aimez Décryptage politique, priez pour moi. Notre but plutôt, c'est que le Congo change, que les choses changent, parce qu'on le fait pour l'amour de notre pays. On n'aime pas ce qui se passe, on veut que le Congo change. On n'est pas là parce qu'on manque à faire, non, on a beaucoup de choses à faire. Vous allez vous rappeler que j'ai passé Décryptage politique en live. Le temps ne m'a pas permis de le faire comme ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire autrement. On fait des émissions maintenant. En tout cas, vous allez comprendre que c'est pour l'amour de notre pays qu'on est là, qu'on le fait. Alors, nous espérons que vous allez nous emboîter dans ce pas ensemble pour que le Congo puisse changer. Martin Fayulu a parlé de la jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui va se lever. C'est cette jeunesse-là qui peut changer le Congo. On est le seul peuple en Afrique qui est en train de dormir. Pendant que les autres se lèvent pour de bonnes causes, pour que les choses changent, parce qu'on en a marre, on en a marre. Nous, on devait être le premier pays là où les gens se lèvent le matin pour dire non, on en a marre, que les choses changent.
mais on est vraiment distrait dans la musique, dans les bêtises. Hein. Même quand on tue à l'est du pays, il y a des gens qui s'amusent, qui font des bêtises, qui disent des bêtises. C'est ça le Congolais. Au moment où, quand on est distrait, l'ennemi est en train de voler. Notre pays n'est plus dans nos mains. N'attendez pas que Kinshasa puisse tomber dans les mains des M23 pour que vous puissiez vous réveiller. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que vous voyez, que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin du changement. Levez-vous. Si la mort, c'est le prix à payer pour que les choses changent, soyons prêts à mourir. C'est ce qui se passe partout. Avant que les changements se passent, il y a toujours le sang qui coule pour l'amour de notre pays. Soyons des héros. Ne restons pas dans les bêtises. C'est le temps que nous devons nous réveiller. Peut-être que vous avez une bonne vie maintenant, mais pensez à l'avenir de demain. Qu'est-ce que diront nos enfants? Que diront nos arrière-enfants quand ils apprendront qu'il y a eu vers les années telles, il y avait les ennemis qui avaient fait ça, qui avaient pris tout le pays et ils ont soumis les Congolais esclaves dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain. Bye.